Dans les dessins animés, il y a ce moment où, lancé dans sa course folle, le personnage se retrouve au-dessus du précipice. Tant qu'il ne regarde pas vers le bas, il ne tombe pas. Le colon, c'est pareil. Il croit nous avoir subjugués avec sa cruauté, son amour et sa civilisation. Il croit nous avoir instillé la crainte et qu'il pourra toujours nous vaincre. À la recherche de son reflet, il nous regarde sans nous voir. Et nous, pendant ce temps-là, sous son nez, on travaille à sa chute. Avec méthode, avec ténacité. Et si on doit y laisser la peau, c'est pas grave. D'autres reprendront le flambeau. Marseille, 1926. La ville impériale par excellence. Il y a les marchandises, vin d'Algérie, zinc d'Indochine, arachide du Sénégal, et il y a les hommes. Ouvriers algériens, marins indochinois, dockers sénégalais. La ville idéale pour un militant en mission comme Lamine Senghor. Le 4 septembre, il arrive à la gare Saint-Charles, déterminé à recruter des adhérents pour le mouvement qu'il vient de créer, le Comité de défense de la race nègre. Comme à chaque étape de sa tournée, à peine arrivé, Lamine sillonne les quartiers fréquentés par les dockers et ouvriers noirs. Dès qu'il tombe sur un groupe de travailleurs coloniaux, il lance la discussion, improvise un discours, teste ses idées. Dans ce monde, affirme Lamine, les Noirs sont les derniers des derniers. Le moment est venu de s'emparer de ce nom de nègre. Le moment est venu de faire d'une parole de mépris un symbole flamboyant. Le discours de Lamine Senghor fait mouche et inquiète les autorités coloniales. Durant les 2 semaines qu'il passe à Marseille, le militant sénégalais est surveillé en permanence par un agent du ministère des colonies. Un agent impressionné par sa cible. Depuis l'arrivée de Senghor dans notre port, il règne dans les milieux indigènes une certaine effervescence. Il semble que des mesures urgentes devraient être envisagées contre cet agitateur afin de l'empêcher d'intensifier sa pernicieuse propagande, dont les conséquences pourraient être des plus regrettables. Lamine inquiète les autorités françaises, d'autant plus qu'il s'est rapproché de l'internationale communiste, le Comintern. Basée à Moscou, l'organisation est plus que jamais déterminée à mettre à bas l'impérialisme européen. Le capitalisme suivra, forcément. Pour cela, il faut des hommes de la trempe de Lamine Senghor. En février 1927, Lamine débarque à Bruxelles. Il est invité par le Comintern au premier congrès anti-impérialiste mondial. Pourtant, il ne devrait pas voyager. Ses poumons gazés à Verdun le font plus que jamais souffrir. Dans sa poche, son mouchoir est rouge du sang qu'il crache. Mais une invitation comme celle-là ne se refuse pas. Les délégués appartiennent au Who's-Who de la lutte anticoloniale. Il y a l'Indien Jawaharlal Nehru, l'Indonésien Mohamed Hatta, l'Algérien Messali Hadj. Quand il monte sur l'estrade, Lamine Senghor oublie la fièvre qui lui coupe les jambes et la douleur lancinante dans sa poitrine. D'emblée, il attaque la France qui prétend civiliser les nègres tout en refusant de les instruire de peur qu'ils se révoltent. Il égrène ensuite une litanie d'horreurs infligées aux sujets coloniaux par leurs maîtres. Testicules écrasés, flagellations et autres tortures. Il conclut devant un public subjugué.
L'oppression impérialiste que nous appelons colonisation chez nous, et que vous appelez impérialisme ici, c'est la même chose, camarades. Tout cela n'est que du capitalisme. C'est un triomphe. Lamine Senghor est la révélation du Congrès. Son discours est traduit en anglais, débattu jusqu'aux États-Unis. Dans la foulée, le révolutionnaire sénégalais écrit « La violation d'un pays », un pamphlet qu'il illustre lui-même. Le livre se termine par un happy end. Les Blancs pauvres créent avec les indigènes une alliance fraternelle des pays libres. Lamine Senghor n'aura pas le temps de se battre pour son utopie. La tuberculose l'emporte en novembre 1927, à 38 ans. Interdit par les autorités françaises, le livre circule sous le manteau dans les colonies. On le lit jusqu'au port de Dakar, chez les employés indigènes de la maison Morel et Prom, là où Lamine travaillait avant de partir à la guerre. Là où est née la flamme de sa révolte. Notre beauté dérangeante, notre regard calme, sont des armes puissantes qui perturbent le sommeil du maître. Transforment ses rêves de domination en cauchemars d'insurrection. Sans cesse, il lui faut réagir, refermer la bulle, réactiver le fantasme, répéter comme un mantra que nous sommes les barbares, ceux qu'il faut éduquer, sauver, civiliser. Ils peuvent le répéter tant qu'ils veulent leur mantra, ça ne nous impressionne plus. New York, 1928. Ici réside la richesse et la puissance du monde. Ici débarque un matin d'octobre Sarojini Naidu, poétesse charismatique et chef politique. La mission de Sarojini est simple. Convaincre les Américains que non, l'Inde n'est pas barbare. Que oui, elle a droit à l'indépendance. Tout est parti de ce livre sorti un an plus tôt, Mother India. La journaliste américaine Catherine Mayo y présente l'Inde comme une contrée maudite soumise à une religion barbare, l'hindouisme. Pour elle, c'est clair. Un peuple aussi arriéré n'est pas mûr pour l'indépendance. Le livre fait un carton. Les nationalistes indiens se doivent de contre-attaquer. Friends, I come to you from many thousand miles away as the ambassador of a very ancient country to the youngest nation in the world. It may surprise you that a country which you are taught to regard as conservative should have chosen a woman to be its representative and ambassador. But if you read aright the whole history of Indian civilization, you will realize that woman has been the very pivot of its culture, of it all, its inspiration. What my country says to you, it says in the words of the old Hindu prayer that rises up in every home, night after night. Shanti, 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 peace, peace, peace. Diplômée de Cambridge, poétesse en langue bengali, dirigeante indépendantiste, Sarojini Naidu fascine les Américains.
Il lui suffit de prendre la parole pour convaincre son public que, tout comme les États-Unis en leur temps, l'Inde doit se libérer de la tutelle britannique. Durant 8 mois, elle sillonne le pays, n'en négligeant aucune facette. Sarojini ne se contente pas de promouvoir sa cause auprès des Blancs, ceux qui détiennent le pouvoir. Elle traverse le miroir et part à la découverte de l'Amérique noire. Des ghettos de Chicago au campus de l'université Howard, elle est émue aux larmes en découvrant le sort réservé aux Noirs. Elle les voit comme les intouchables de l'Amérique. En Inde, elle, la brahmane, a bravé les traditions pour épouser un homme d'une caste inférieure. Elle ne s'attendait pas à ce qu'aux États-Unis aussi, il existe encore des parias. Dans l'Inde de ses rêves, il n'y en aura pas. Mais pour qu'elle advienne, il faut rentrer au pays, entamer un nouveau combat. Et il passe par les femmes. Sarojini Naidu veut se battre pour ses sœurs, les oubliées de l'Inde, les recluses, les veuves, celles que l'on marie à 9 ans, celles que l'on tue pour une histoire de dot. Pour cela, elle va devoir forcer la main à son vieil ami Gandhi, le guide spirituel du mouvement national indien. Fin mars 1930, Gandhi entame une marche pour protester contre le monopole britannique sur le sel. Surtaxé par les autorités coloniales, le sel coûte excessivement cher en Inde. Un impôt injuste qui enlève aux plus pauvres jusqu'au goût de la vie. Durant 300 km, Gandhi chemine, accompagné par des dizaines de milliers d'hommes. À leur côté, aucune femme. Mais quand il arrive à la dernière étape de la marche, Sarojini le rejoint. Partout, elle l'accompagne. Partout, elle s'impose devant les caméras. Sa présence déclenche un mouvement sans précédent. Par milliers, les femmes affluent. Par milliers, elles ramassent du sel sur la plage, lançant la plus grande campagne de désobéissance civile que le monde ait connue. Au même titre que les hommes, elles sont maintenant des combattantes de la liberté. Quand Gandhi est arrêté par les autorités coloniales, il confie tout naturellement la direction du mouvement à Sarojini Naidu. C'est elle qui va mener les marcheurs à l'usine de sel de Dharasana. Le matin du 21 mai, elle s'adresse aux manifestants. Le prestige de l'Inde est entre vos mains. Vous ne devez utiliser la violence sous aucun prétexte. Vous serez battus, mais vous ne résisterez pas. Vous ne lèverez même pas la main pour vous protéger des coups. Bilan de la journée, 320 blessés, 2 morts. Sarojini est arrêté avec des centaines de militants. L'envoyé spécial de United Press écrit un article accablant les Britanniques. Ce reportage est repris par 1350 journaux du monde entier. Pour l'Empire britannique des Indes, c'est un coup terrible, et il a été porté par une femme.
Mettre à bas l'impérialisme, c'est un job à temps complet. L'amour, la douceur du foyer, les rires des enfants, ça sera pour plus tard, quand on aura renvoyé chez eux les occupants. Pourtant, les révolutionnaires aussi tombent amoureux. Dès qu'il a un moment de répit, Nguyen Ai Quoc écrit à sa femme. « Je profite de l'occasion pour t'envoyer quelques mots afin que tu sois rassuré. Bien que séparés depuis bientôt plus d'1 an, les sentiments que nous éprouvons l'un pour l'autre n'ont pas besoin d'être dits pour être ressentis. » Interceptée par la police politique française, cette lettre ne parviendra jamais à sa destinataire. Jamais Nguyen Ai Quoc, le meilleur agent du Comintern en Asie du Sud-Est, ne reverra sa bien-aimée. Sa seule et unique épouse, maintenant, c'est la Révolution. Sans cesse en mouvement, il circule entre la Chine, le Siam, Hong Kong et la Malaisie. Déguisé en commerçant chinois ou en bon style, il passe sous les radars des polices britanniques et chinoises. Quant aux Français, ça fait longtemps qu'ils ont identifié Nguyen Ai Quoc comme un ennemi mortel. L'un de ceux qui pourrait un jour leur faire perdre la perle de l'Empire. Ce pays qu'ils appellent Indochine et que les patriotes appellent Vietnam. Les agents de la police politique surveillent Nguyen depuis qu'il a fondé à Paris le journal communiste Le Paria, au début des années 20. Ils l'ont ensuite localisé à Moscou, avant de perdre sa trace. Ils savent qu'il rôde autour du Vietnam. Les paysans rebelles parlent de lui. Les idées communistes se répandent. Faute de l'attraper, les autorités françaises le font condamner à mort. Nguyen Ai Quoc était adolescent à l'époque de la première révolte anticoloniale, quand les têtes coupées des rebelles finissaient sur les cartes postales que les colons envoyaient à leurs fiancés restés à Dijon ou à Marseille. Vietnam, Vietnam. Everybody crying about Vietnam. Vietnam, Vietnam. Everybody crying about Vietnam. Il a retenu les leçons de l'échec. Si les Vietnamiens veulent mettre les Français dehors, ils doivent se rassembler sous une seule bannière, celle du Parti communiste. En février 1930, Nguyen Ai Quoc convoque les militants les plus déterminés à Hong Kong, un territoire britannique. Dans les rues, la fête du Nouvel An chinois bat son plein. À l'abri des regards, en 4 jours, il crée le Parti communiste vietnamien. Il y a urgence, car du nord au sud, le pays est en ébullition. Nguyen Ai Quoc confie à ses camarades la mission de prendre partout la tête de la révolte. Trop tard. L'aviation française rase les villages rebelles. Les chefs du parti sont arrêtés, condamnés au bagne ou à la peine capitale. Resté à Hong Kong, Nguyen Ai Quoc échappe à la police française. Mais repéré par les services secrets britanniques, il est arrêté pour activité subversive. Aussitôt, les Français demandent son extradition. Enfin, ils vont pouvoir l'exécuter. Mais le Comintern exige sa libération. Nguyen Ai Quoc est devenu trop encombrant. Les Britanniques décident de l'exfiltrer discrètement vers Moscou. 8 ans plus tard,
le leader vietnamien reviendra dans sa patrie pour reprendre le combat contre la colonisation. Il ne s'appellera plus Nguyen Ai Quoc, mais Ho Chi Minh. En vietnamien, ça signifie « puits de lumière ». Plus tard, quand le combat sera gagné, quand bien des femmes et des hommes seront tombés pour la cause, il faudra reconstruire un pays, un monde, une société. Décider de ce que l'on fait de nos injustices, nos inégalités, notre putain d'oppression. On en fait quoi, hein? On continue comme si de rien n'était? Comme si nos textes sacrés, nos légendes dorées, ne servaient pas eux aussi à justifier le pire. Depuis toujours, Bhimrao Ramji Ambedkar se bat pour avoir le droit d'exister. Aujourd'hui, il est le plus brillant des intellectuels de l'Inde britannique, le plus diplômé. Sa naissance pourtant le vouait à un tout autre destin. La mort, les excréments, le sang, la saleté. En Inde, c'est ça le job des intouchables, l'impureté. Les autres hindous ne peuvent ni les toucher, ni s'en approcher. Un système qu'Ambedkar veut briser, une bonne fois. Il y a ce moment du basculement. Dans sa tête, les mots sont bien en place. Mais avant de les prononcer, tout lui revient. Tout se bouscule. Les victoires, les humiliations, les 2 doctorats obtenus à Londres et à New York, les 1001 fois où on lui a refusé un simple verre d'eau. Nous sommes le 13 octobre 1935 et le docteur Bhimrao Ramji Ambedkar va oser la transgression ultime. Unfortunately, I was born a Hindu untouchable. It was beyond my power to prevent that. But it is within my power to refuse to live under these humiliating conditions. The time has come to put an end to this harassment and indignities. Let's leave this cesspool of castes which made us worse than worms. Let's choose a new religion which will guarantee us equality of status and opportunities. Though I was born a Hindu, I solemnly assure you that I will not die as a Hindu. Dr. Baba Saheb Ambedkarancha! Dr. Baba Saheb Ambedkarancha! Ambedkar vient de lâcher une bombe. En Inde, où la tension ne cesse d'augmenter entre hindous et musulmans, il n'y a pas de sujet plus explosif que la religion. L'appel à la conversion d'Ambedkar effraie les conservateurs hindous. Si d'un seul coup, 50 millions d'intouchables devenaient musulmans, c'en serait fini de la prééminence hindoue. Pour éviter qu'un tel cauchemar se réalise, il va falloir faire des concessions. Le 12 novembre 1936, à Travancore, tout au sud de l'Inde, pour la première fois, les temples sont ouverts aux intouchables. L'année suivante, à Bombay, ce sont les fontaines publiques qui leur deviennent accessibles. Autant de victoires locales qu'Ambedkar se promet de faire passer dans la loi indienne, dès que l'indépendance sera obtenue. Mais pour l'heure, les Anglais sont encore là. Ils refusent toujours de prononcer le mot « indépendance ». C'est trop tôt. Toujours trop tôt. Et puis, une nouvelle guerre européenne se profile. Pour la gagner, la Grande-Bretagne a besoin que les soldats indiens se sacrifient. Encore une fois.
Une guerre totale, pire que la précédente. Déclenchée par le chef, le Führer des Allemands. Un obsédé de la race comme l'Europe n'en a jamais connu. Il croit en deux idées simples. Espace vital, supériorité raciale. Au nom de ces deux idées, il conquiert le continent, extermine des peuples, en domestique d'autres, devient l'ennemi de l'humanité. À la fin, il perd et se tue. La civilisation a gagné, mais rien ne sera plus jamais comme avant, ni en Europe, ni dans les colonies. Avoir 15 ans à Sétif, Algérie française. S'appeler Yacine et aller au lycée. Avoir la vie devant soi. Rêver. Écrire. S'imaginer poète comme son grand-père, un virtuose de la langue arabe. S'imaginer poète, oui, mais dans une autre langue. Celle de Baudelaire, celle de Rimbaud. Celle de Mademoiselle Dubac, de Mademoiselle Clément, les institutrices dont il était impossible de ne pas tomber amoureux. Aimer cette langue, celle du colon pourtant. Cette langue qui fait sortir de la famille, couper le cordon. Insouciant, le cœur léger, Yacine marche dans les rues de Sétif. Nous sommes le 8 mai 1945, l'Allemagne vient de capituler. Dans un instant pourtant, tout va basculer. C'était la fin de la guerre, la victoire sur les nazis, c'était la fête. On a entendu sonner les cloches, et puis tout de suite la rumeur s'est répandue que le lendemain on serait libre. Donc c'était un jour de grande espérance pour les Algériens. Et donc, le 8 mai au matin, il y avait une manifestation populaire, il y avait une foule énorme. Et j'ai reconnu parmi eux des copains de classe. Bon, alors ils m'ont fait signe, et je me suis joint au cortège sans trop savoir ce que ça signifiait. Et puis, tout de suite, ça a été les coups de feu. Les cris, le fracas, les corps qui tombent. Un chaos comme Yacine n'en a jamais connu. Le drapeau ensanglanté, celui de l'Algérie rêvée, celui des paysans, celui des militants, celui des scouts musulmans. C'est ce drapeau qui a fait perdre la tête aux policiers et déclencher la tuerie. Ici, c'est la France, gars. Tu crois quoi? Tu penses que parce qu'on a abattu les nazis, tu vas pouvoir récupérer ton pays? Dans les rues de Sétif, maintenant, c'est l'horreur. Les Français tirent sur les Algériens. Les Algériens tuent des Français. En feintant les balles, Yacine rejoint son village. Mais déjà, l'armée distribue des armes aux colons. La chasse aux indigènes peut commencer. L'armée a occupé le village, la région, et puis le 13 mai, on est venu me chercher à la maison, à la cité des civils. J'ai été arrêté, conduit à la gendarmerie. Ensuite à Sétif, au camp d'artillerie, où là nous étions quelque chose comme 6000. Et il y avait plus jeunes que moi. Il y en avait qui avaient 12 ans, des gosses qui avaient été ramassés. Ils voulaient vraiment nous anéantir, ils voulaient atteindre avant tout la jeunesse algérienne. Cette jeunesse qui levait la tête, la sentait relever la tête. Et c'est allé très loin, c'est-à-dire on n'aurait jamais soupçonné tant de haine. Bon, moi j'ai eu comme ça beaucoup de camarades d'école, beaucoup de jeunes que je connais très bien, qui avaient le même âge que moi à peu près, et beaucoup d'autres qui ont été ramassés.
et froidement exécutés par les milices. Tuer les écoliers, tuer les militants, tuer les paysans, punir, punir, punir. Écraser dans l'œuf la révolte pour que l'Algérie reste française. Pour que la fiction, qui dure déjà depuis un siècle, se perpétue. Ici, ce n'est pas une colonie. Ici, ce sont 3 départements français. Au fronton des mairies, les mêmes mots qu'à Limoges ou à Roubaix. Liberté, égalité, fraternité. Oui, mais à l'usage exclusif des 900 000 citoyens français. Pour les 7,5 millions d'Algériens, c'est la soumission au quotidien. Pour que la fiction se perpétue, il faut exécuter avant qu'ils ne grandissent, les petits malins comme Yassine. Mais la mort ne veut pas de lui. Il faut bien qu'un jour, quelqu'un écrive cette histoire. Avoir 15 ans en Algérie, survivre et épouser son destin. S'emparer des mots de Mademoiselle Dubac, des mots de Mademoiselle Clément, dire le monde qui meurt, annoncer celui qui vient. Écrire Nejma, raconter ce 8 mai 45, devenir Kateb Yassine, écrivain algérien. L'Empire ne s'écroule pas partout à la même vitesse. Ici, les colons s'accrochent à leurs rêves. Là, ils n'ont d'autre choix que de lâcher l'affaire. Le jour de la libération, on l'imagine depuis longtemps. Ce sera le plus beau de notre vie. Danser, rire, pleurer de joie, s'embrasser. Sœurs et frères pour toujours. Il y a un détail pourtant que nous préférons oublier. À partir de ce jour, nos souffrances, nous nous les infligerons à nous-mêmes. New Delhi, 15 août 1947. Toute sa vie d'adulte, Sarojini s'est battue pour ce moment. La victoire, la liberté, l'indépendance. En direct à la radio nationale, c'est elle, la poétesse, qui prononce le discours officiel. Lyrique, elle rend hommage à son ami Gandhi, le prophète de la non-violence, le général de la victoire. Un tout petit homme qui a réussi à mener pour la première fois dans l'histoire une révolution sans effusion de sang. Gandhi, la non-violence, l'humanité commune, des mots, des images pour effacer les visions d'effroi qui se bousculent dans la tête de Sarojini. La partition, les massacres. Un film d'horreur qui a commencé comme une comptine enfantine. Greli-grelot. J'ai combien de nations dans mon sabot? Flashback. 2 ans plus tôt, en juin 1945. Les Anglais jettent l'éponge. Usés par des décennies de désobéissance civile, ils promettent enfin de quitter l'Inde. Reste à savoir combien de pays vont voir le jour en lieu et place de la colonie. En Inde, il y a des centaines de langues, une multitude de castes et de religions. Mais seules 2 de ces identités sont en conflit ouvert et permanent, les hindous et les musulmans. À Shimla, la capitale d'été de l'Empire, les Britanniques réunissent les poids lourds de la politique indienne. On sourit pour la caméra, mais derrière les portes capitonnées, c'est l'heure de l'amertume, du ressentiment.
Gandhi assure que les musulmans auront toute leur place dans l'Inde indépendante. Mais Jinnah, le leader de la Ligue musulmane, n'y croit pas. Jinnah veut créer un État pour les musulmans, le Pakistan. Après avoir passé 3 siècles à attiser les divisions pour asseoir leur pouvoir, les Britanniques sont incapables d'apaiser les passions. Il ne reste plus qu'une solution, la partition. Greli-grelot, j'ai 2 nations dans mon sabot. C'est le plus grand divorce de l'histoire de l'humanité. Et il ne va pas se passer à l'amiable. Le 15 août 1947, le Pakistan et l'Inde deviennent officiellement indépendants. Pour ceux qui se retrouvent du mauvais côté de la frontière, c'est le sauve-qui-peut. Les hindous et les sikhs qui ne quittent pas assez vite le Pakistan sont impitoyablement massacrés. Les musulmans qui ne fuient pas assez vite le nord de l'Inde sont assassinés en masse. En tout, 500 000 morts. « 14 millions de réfugiés parviennent à traverser la frontière en vie. Gandhi ne célèbre pas l'indépendance. Il passe son temps auprès d'eux, avec son message de paix. Les musulmans sont nos frères. Nous sommes tous des Indiens. » Un message qui met en fureur les extrémistes hindous. Un certain Nathuram Godse notamment. Pour Godse, c'est clair. Le Mahatma est soumis aux intérêts des musulmans. Pour que l'Inde puisse devenir véritablement hindoue, il doit mourir. Le 30 janvier 1948, à la prière du soir, il s'approche de Gandhi et lui tire 3 balles dans la poitrine. Deux jours plus tard, c'est Sarojini Naidu, l'ami de toujours du Mahatma, qui prononce son oraison funèbre à la radio nationale indienne. The time is here and now, when we stand up and say, we take up the challenge of those who defied Mahatma Gandhi. We are his living symbols. We are his soldiers. Our shield is non-violence. Our sword is a sword of the spirit that conquers without blood. À chaque coup porté, la bulle impériale se reforme. Plus petite, plus dense, plus folle. Pour la faire exploser, va falloir rassembler toutes nos forces. Frapper, frapper, frapper. Et puis serrer les dents. Wambui Wayaki a 16 ans. Elle va à l'école des missionnaires de Mambere, en pays Kikuyu, au Kenya britannique. Wambui est l'arrière-petite-fille de Wayaki Wainga, un grand chef Kikuyu, un Africain digne et fier. Il dérangeait les Blancs, alors ils l'ont tué. Puis, ils se sont emparés du pays. Ça s'est passé il y a 60 ans, mais peu importe. Aujourd'hui, Wambui va le venger. C'est le jour du serment. Ça fait quelque temps déjà que Wambui entend parler d'un mystérieux mouvement. Les Mau Mau. Des Kikuyu en révolte contre les colons.
Plus qu'aucun autre peuple du Kenya, les Kikuyu ont vu leur existence bouleversée par la colonisation. C'est chez eux que les planteurs britanniques se sont construits un pays merveilleux, un pays de gentlemen farmers, de tea party, de safari. Un pays où 1 million de Noirs travaillent pour 60 000 Blancs. Un pays que les Mau Mau veulent récupérer. Pour souder les Kikuyu et leur donner la force d'affronter les colons, les Mau Mau réactualisent la cérémonie du serment initiatique traditionnel. En ce jour de 1952, Wambui se demande ce qui l'attend quand elle rentre dans cette case obscure. Wambui reçoit d'abord une gifle. Ensuite, on lui fait boire une gorgée d'un liquide sacré, un liquide aussi immonde que symbolique, composé de sang et de terre. Wambui est fière. Wambui est brave. Elle jure de se battre pour récupérer la terre que les Blancs ont volée aux Kikuyu. Elle jure de voler des armes et de tuer tout ennemi du mouvement, fût-il son frère. Sans prévenir sa famille, Wambui quitte l'école et le village. À Nairobi, elle se dépense sans compter pour la cause. Elle a 16 ans, elle parle couramment l'anglais, elle est chrétienne. Pour les Britanniques, elle est insoupçonnable. À leur nez et à leur barbe, elle met sur pied un réseau de chauffeurs, de gardiens, de domestiques et de prostituées. Pénétrer dans les maisons, voler de l'argent et des documents, saouler les soldats de l'armée coloniale, s'emparer de leurs armes. Se réjouir quand les Mau Mau attaquent un poste de police ou tuent un chef pro-britannique. C'est ça la vie de Wambui. Une vie chaque jour plus dangereuse. Prise dans une rafle, Wambui est interrogée par la police coloniale. Jouant de ses airs de jeune fille de bonne famille, elle convainc les Britanniques de la libérer. Mais à Nairobi comme dans les villages, ce sont des centaines de milliers de Kikuyu qui tombent dans les nasses du filet. Arrestation de masse pour extirper le mal. Car pour les colons, Mau Mau n'est pas le nom d'une révolte, non. C'est celui d'une maladie, une folie, une psychose collective. Comment sinon expliquer que l'ensemble des Kikuyu refusent en bloc le progrès, la civilisation apportée par les Britanniques? Si c'est une folie, il faut la soigner en attaquant le mal à la racine. Un million de Kikuyu passent par des camps où on les trie. Trois couleurs les distinguent. Blanc pour les réhabilités, gris pour ceux qui sont en voie de rémission, noir pour les irrécupérables. Pour devenir blanc, il faut d'abord confesser son péché, son appartenance à la rébellion, puis prêter un nouveau serment qui efface celui des Mau Mau. Commence alors le réapprentissage des valeurs chrétiennes, celles de la civilisation. Et pour qu'elles rentrent bien, les valeurs, l'enseignement s'accompagne de tortures, de viols, de castration parfois, de malnutrition toujours, une violence inouïe, une violence thérapeutique aux yeux des colons, une violence qui fait des dizaines de milliers de morts, hommes, femmes, enfants. Pour les survivants, le calvaire n'est pas terminé. 845 villages sont créés pour les accueillir. Des villages entourés de fossés et de gardes. De tout ça, un peuple régénéré devrait sortir. Un peuple qui comprendra que les Blancs ne veulent rien d'autre que son bien. Cela ne marchera pas. Les Britanniques vaincront les Mau Mau,
Mais la volonté des Kikuyu, ils ne la briseront pas. Ni celle des autres Kenyans. Et l'indépendance, ils finiront par la concéder. C'est fou comme ils s'y accrochent quand même à leur colonie. T'as beau savoir ce que ça représente pour eux, argent, puissance, image de soi, t'en reviens pas des fois. Tous ces morts, toutes ces vies fichues. Bon, c'est comme ça, pas facile de renoncer. En attendant, plus tu résistes, plus ils s'accrochent. Mais toi, tu as passé la moitié de ta vie à construire patiemment des alliances. Aujourd'hui, enfin, elles vont te permettre de porter les stockades. Ho Chi Minh croit en deux choses, la libération du Vietnam et la révolution communiste. L'une n'est pas imaginable sans l'autre. C'est la solidarité des pays frères qui fournit les armes nécessaires à la victoire. C'est l'idéal communiste qui donne la force au peuple de se battre. En ce début 1954, Ho Chi Minh est confiant. Maintenant, son peuple est prêt. Il mesure le chemin parcouru depuis qu'il est revenu au pays 13 ans plus tôt. Depuis qu'il s'est installé dans une grotte adossée à la frontière chinoise avec quelques compagnons, dont Vo Nguyen Giap, son plus fidèle disciple. Ensemble, ils se sont rapprochés des paysans de la région. Ils ont appris leur langue, leurs coutumes, ont vécu comme eux, exactement. Ensuite seulement, ils ont commencé l'éducation politique. Ho Chi Minh écrivait un journal, des pièces de théâtre. Ensemble, ils ont chanté, dansé, joué la comédie, fait passer des idées. Devenus plus nombreux, plus forts, ils ont commencé à réquisitionner les plantations des colons, celles des gros propriétaires terriens, à redistribuer leurs terres aux paysans les plus pauvres. Leur popularité a grimpé en flèche, le nombre des combattants aussi. Puis, en 1949, les communistes ont gagné la guerre civile en Chine. Le grand voisin devenait un puissant allié. Les armes, les uniformes, les médicaments ont commencé à affluer. L'armée de libération, le Viet Minh, était prête. Sous la direction du général en chef Vo Nguyen Giap, la bataille finale pouvait commencer. Ça se passera à Dien Bien Phu, une cuvette au nord-ouest du pays, que les Français ont décidé de transformer en place forte. Ils y ont amené tellement d'hommes et de matériel, ils ont conçu un dispositif de défense si sophistiqué qu'ils sont sûrs de vaincre les Vietnamiens s'ils se risquent à attaquer. Tellement sûrs d'eux qu'ils envoient un message au général Giap. « Qu'attendez-vous pour déclencher cette bataille ?» En soldat discipliné, Giap attend les ordres de Ho Chi Minh et du comité central du parti. Les consignes sont claires et connues de tous. Nous n'attaquons, nous n'avançons que pour gagner. Pour gagner, il va falloir réaliser l'impossible. S'emparer de toutes les montagnes environnantes. Démonter les pièces d'artillerie livrées par les Chinois. Les hisser à dos d'hommes sur des pistes boueuses. Les camoufler. Amener en flux tendu des tonnes et des tonnes de vivres pour nourrir les bataillons qui vont attaquer Dien Bien Phu.
Un exploit que Ho Chi Minh fera rejouer juste après la bataille devant les caméras du grand cinéaste soviétique Roman Karmen. Ça se passe sous leurs yeux et pourtant les Français ne voient rien. Quand le général Giap lance l'attaque le 13 mars 1954, les Français comprennent que le Viet Minh a réalisé l'impossible. Ils croyaient affronter une armée de guérilla. Ils se retrouvent face à des bataillons de soldats disciplinés. Après 7 semaines de combats acharnés, les Français capitulent. 11 000 soldats sont faits prisonniers. Mais le Viet Minh accorde peu d'importance aux lois de la guerre. 700 km à marche forcée, 4 mois de détention dans des conditions très dures. Seul un prisonnier sur 3 rentrera vivant en France. Ho Chi Minh a gagné, mais il sait que le combat n'est pas encore terminé. Car la première puissance du monde, les États-Unis d'Amérique, est déterminée à se battre en tout temps et en tout lieu contre le communisme. En attendant, la victoire des Vietnamiens à Dien Bien Phu met un terme définitif au mythe de l'invincibilité européenne. D'un bout à l'autre du monde encore colonisé, elle est saluée comme un exploit et remplit d'espoir les cœurs des militants. Chiều nay con em thấy yêu em nhiều